Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de politique agricole et comment la politique française, européenne, de l'Union européenne détruit l'agriculture française. En fait, je vais vous montrer ça factuellement avec de nombreux exemples, on va pouvoir le comprendre ensemble et je vais aussi vous donner deux exemples personnels que j'ai moi-même vécu quand je suis allé au ministère de l'Agriculture à Paris et quand j'ai travaillé aussi à la direction des espaces verts et de l'environnement, cette fois-ci pour la mairie de Paris. Alors le mouvement, agricole, il a commencé, bon ça fait déjà bien des années, qu'il y a des problèmes dans le milieu agricole, mais en tout cas là, dernièrement, il y a eu des campagnes de retournement des panneaux. En fait, les panneaux d'entrée de communes étaient retournés et c'était un message des agriculteurs où ils, voilà, ils voulaient me porter un message qu'ils avaient l'impression de ne pas être entendus et pour faire porter leurs revendications. Alors on se rend bien compte que c'est un milieu où il y a en fait de nombreux problèmes, il y a des suicides énormes en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs, qui se suicident, tous les ans. C'est un milieu qui est très impacté. Il y a des revenus, faibles, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont des très faibles revenus. Vous voyez, ça n'a pas changé en fait, là c'est un article, qui date de 2016 et la situation n'a pas beaucoup évolué. On se rend compte si on observe, aussi, l'évolution des exploitations, après on pourrait monter jusqu'à après-guerre en fait, les exploitations se comptaient en millions. Alors je sais plus de tête exactement si c'est 4 ou 5 millions, je sais plus exactement, mais en tout cas il y avait des millions de fermes en France, et puis aujourd'hui on a un grand déclin, on est à peu près à un peu moins de 400 000 exploitations en France, et sur ces 10 dernières années, vous voyez ce graphique, c'est ce qu'il montre, sur ces 10 dernières années, on a perdu 100 000 exploitations. En fait, à ce rythme, on constate que à ce rythme, l'agriculture française, on aura bientôt plus que les yeux pour pleurer, en fait, il y aura plus, d'agriculteurs en France. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que le nombre d'exploitations diminue, mais leur taille, elle augmente. Vous voyez, là, on a un autre graphique qui montre qu'aujourd'hui, la ferme moyenne, une ferme moyenne, c'est 69 exactement hectares. Donc d'un côté, on a le nombre d'agriculteurs qui diminue et de l'autre, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a en fait, un accroissement en fait de la taille des exploitations. Tu une carte de la France en fait et de l'industrialisation française, qu'est-ce qu'on se rend compte? En rouge, les points rouges sur cette carte de 1968, c'est les bassins en fait d'industrie en France avec, plus on est sur des tonalités qui vont dans le sombre, plus il y a de force industrielle. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Regardez, bah, c'est pareil, il y a plus que les yeux pour pleurer, il y a plus d'industrie en France, l'industrie a disparu au profit de, bah, la mondialisation, soi-disant inévitable, où on a perdu toutes nos industries. En fait, on perd, notre autonomie et en France, on perd l'autonomie dans plein de domaines, en fait, On l'a vu lors de la crise, du covid notamment, où la France, elle était dépendante, de l'étranger, en fait, Et on a donc je parlais des grandes fermes, des grandes exploitations avec une taille de 69 hectares en moyenne, sur les exploitations françaises. Donc, cette taille qui grandit de plus en plus et le président de la FNSEA que vous avez, ici, Arnaud Rousseau qui lui a, 7 une ferme de 700 hectares. 700 hectares donc, c'est presque, enfin, c'est de l'agro-industrie, on peut le dire, en fait, c'est de l'agro-industrie, c'est un modèle d'agriculture vers lequel les politiques, actuelles veulent tendre, en fait, C'est vers ces modèles-là qu'ils veulent tendre vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre, et ce président de la FNSEA, il préside aussi, un grand groupe industriel, Avril, et il est favorable à des directives telles que les méga-bassines ou encore les nouveaux OGM. Donc on constate déjà qu'on a cette politique qui détruit l'industrie française et qui détruit l'agriculture française aussi en faveur de l'agrandissement des exploitations et de la diminution du nombre
d'agriculteurs. On voit aussi la colère là qui s'exprime en fait dans les rues, hein, qui s'exprime en France jusqu'au Parlement européen où on l'a vu hier aussi, hein, et ces agriculteurs, ils dénoncent le libre-échange, hein, ces politiques libre-échangistes telles que par exemple le Mercosur où on a des accords internationaux qui sont signés. Alors Macron a dit hier qu'il voulait arrêter le Mercosur, mais est-ce que il en a le pouvoir? Est-ce que c'est pas juste un discours politicien, la politique politicienne, hein, mais que dans les faits, il n'a pas le pouvoir et qu'il le sait? On va voir des exemples concrets par la suite. Le poulet ukrainien qui envahit nos marchés, en fait, hein, jusque dans les écoles où nous, la France, à la base, il faut savoir, on est un grand pays agricole, on produit de la bonne nourriture avec du goût, on a du terroir, on exportait même à l'international, hein, on a perdu aujourd'hui cette souveraineté alimentaire et on se retrouve avec du poulet, voilà, d'Ukraine, hein, qui n'est même pas membre de l'Union européenne, hein, qui arrive sur nos étals, alors avec pas les mêmes normes, hein, salariales, environnementales, sociales et heu et puis voilà, donc c'est problématique et parce qu'on se retrouve avec, des exploitations en France qui ferment, d'autant plus à cause de ceci. Il y a plus de protectionnisme vraiment du marché et de l'agriculture. Autre exemple, mais il y en a pléthore, hein, on pourrait passer la journée à en montrer. Hein, vous voyez, je rigole, mais c'est pas marrant, mais c'est pour montrer, vous voyez, le mot escroquerie. En fait, on en est là, hein, on se rend compte qu'il y a aussi des vignobles dans le Bordelais qui sont vendus à des Chinois ou autres puissances étrangères. Moi, j'ai rien contre la Chine et les autres pays, hein, mais aller en Chine, essayer d'acheter une grande exploitation là-bas, vous ne le pouvez pas. Il y a des systèmes de protection nationaux qui font que on ne peut pas acheter comme ça des domaines en Chine, en fait, hein. Et là, on se retrouve avec les terres françaises qui sont vendues à des grands groupes internationaux et on se retrouve même avec des escrocs qui viennent acheter le territoire français, en fait, hein. La France, comme je le disais, elle n'est plus autonome, hein, elle importe 50% de ce qu'elle consomme. Elle ne produit plus vraiment en fait son alimentation. C'est triste parce qu'on est une grande puissance mondiale, hein, vraiment, hein, on a énormément d'atouts, mais qui ne sont pas dirigés. La puissance nationale n'est pas dirigée vraiment sur l'autonomie alimentaire et sur la production d'aliments de qualité, en fait, hein. C'est pas la politique qui est décidée. Alors on ne peut pas s'intéresser à la politique française sans comprendre le fonctionnement de l'Union européenne, hein, car on est dans l'Union européenne et c'est celle-ci, hein, qui nous donne des directives, hein. En fait, on se retrouve avec nos dirigeants français qui sont en fait des simples chambres d'enregistrement, hein. Ils doivent appliquer les politiques fixées par l'Union européenne. Il faut s'intéresser du coup au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour comprendre aussi cette colère agricole en fait et comprendre que est-ce que les annonces gouvernementales de hier, hein, c'était le 1er février ou le 2 février, je ne sais plus exactement, c'était le vendredi, est-ce que ces annonces qui ont été faites peuvent être applicables? Est-ce que c'est pas des cautères sur des jambes de bois? Est-ce que le fond du problème vraiment a été réglé et sera réglé? On va le voir ensemble, hein. Donc là, on est obligé de comprendre les GOPÉ. Les GOPÉ, c'est quoi? C'est les grandes orientations de politique économique qui sont fixées tous les ans par l'Union européenne au regard de l'article 121 du TFUE, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, hein. Au passage, entre parenthèses, la réforme des retraites, c'est ça, hein. C'est ça, c'est les GOPÉ, c'est les grandes orientations de politique économique qui sont fixées par l'Union européenne, qui demandent au gouvernement de de s'aborder en fait nos intérêts nationaux, ouais et puis les politiques de restriction budgétaire, de libéralisation, de précarisation et cetera. C'est dans les GOPÉ, vous pouvez aller les lire pour faire votre avis. Donc là, je vous ai mis l'article 121 qui nous oblige à suivre ces politiques, fixées tous les ans par l'Union européenne.
Alors quelques exemples avec l'article 38 et 39, vous inquiétez pas, j'en ai pas trop, mais c'est quelques-uns pour vous montrer un peu des exemples concrets, hein. Vous avez l'article 38 et 39 donc, qui montrent en fait que c'est l'Union européenne qui définit la politique commune de l'agriculture et de la pêche. Et avec un de ses objectifs d'accroître la productivité de l'agriculture. Accroître la productivité de l'agriculture. Est-ce que l'agriculture, il n'y a que le prisme de la productivité? Pas forcément, il y a aussi le prisme de la qualité aussi, hein, de la qualité des produits que l'on va consommer. Est-ce qu'on mange un produit en fait qui n'est pas nutritif, bourré de pesticides, d'engrais, qui n'a pas de goût, ou est-ce qu'on mange un produit qui a du goût, qui a été fait dans un terroir, dans un respect des valeurs, et qui va vous nourrir vraiment en fait, et qui a des micronutriments et des nutriments et de l'énergie. Autre exemple ici, qu'il faut bien comprendre, hein, c'est l'article 63. L'article 63, des traités de l'Union européenne. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait que l'Union européenne interdit d'interdire les restrictions au mouvement de capitaux. L'Union européenne interdit d'interdire les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États tiers. C'est important de le comprendre. Quand Emmanuel Macron il dit je vais lutter contre ces accords, le Mercosur, etc., entre les États, en fait, il n'en a pas vraiment le pouvoir parce que c'est gravé dans le marbre des traités de ne pas entraver la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est dans les traités de l'Union européenne. L'Union européenne est un système très ultra-libéraliste, en fait. C'est un fait, c'est comme ça, hein. Est-ce qu'on peut désobéir à l'Union européenne? Eh bien, en fait, si on n'applique pas ces grandes orientations de politique économique, derrière, on a des restrictions hein, de l'Union européenne sur les États et des amendes qui tombent aussi de la Cour de justice européenne, avec un exemple ici qui a quand même, il est de 2008, il n'est pas très jeune, mais vous voyez, la France avait reçu une amende de 10 millions d'euros parce qu'elle n'avait pas appliqué une directive européenne. Est-ce qu'on peut changer les traités du coup? Donc, si on désobéit, on a des problèmes derrière. Est-ce qu'on peut changer les traités? Mais pour changer les traités, il faut aller voir l'article 48 alinéa 4 et 6. C'est écrit, c'est gravé dans le marbre des traités de la construction européenne. Pour changer les traités, il faut l'unanimité entre les États membres. C'est impossible en fait, parce qu'on a tous des intérêts divergents. Regardez là, il parle de rentrer l'Ukraine, par exemple, dans l'Union européenne. Est-ce que l'agriculture française, comment dire, est-ce que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne n'est pas la destruction encore plus de l'agriculture française, hein? Et donc on est avec des pays de plus en plus nombreux qui ont des intérêts divergents. Et donc pour se mettre d'accord pour changer ces fameux traités fondateurs, il faudrait être d'accord à l'unanimité, c'est impossible. Il y a certains États qui ont tout intérêt à avoir cette libre circulation des mouvements de capitaux. Donc vous vous retrouvez avec des pays entre guillemets riches qui ont leurs industries, comme on l'a vu au début, euh, qui partent ailleurs, là où les coûts de production sont plus bas, où la main-d'œuvre est moins chère, où il n'y a pas les mêmes normes environnementales, salariales. Donc on produit le produit là-bas et ensuite on le fait revenir sur notre marché à pas cher. Et qu'est-ce qui se passe? On a perdu nos emplois et on se retrouve avec des produits qui ne sont pas correspondant totalement à nos normes, en fait, hein. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que pour changer l'Union européenne, les traités fondateurs, il faut l'unanimité entre les États membres. Pourquoi je le dis? Parce qu'on entend beaucoup dans le discours politique, on va changer les traités, on va désobéir. Mais voilà, c'est pas aussi simple que ça, en fait, hein. Et on se rend compte, on se retrouve avec, avec des scandales, hein, donc qui est Emmanuel Macron aussi, hein, en fait, hein, voilà, le président de la République française, en fait, hein, mais ça fait 10 ans qu'il est au gouvernement, hein, entre 7 ans de politique présidentielle, si je ne me trompe pas, plus ayant été ministre précédemment de l'économie, hein. D'ailleurs, il avait voulu vendre l'aéroport de Toulouse-Blagnac
Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, ça avait été arrêté parce qu'on s'était rendu compte aussi que c'était une entreprise qui était pas très claire dans l'histoire, hein. Donc lui, il est issu du monde financier, hein. Il fait partie de la French American Foundation, donc il a un lien aussi avec, les Américains, avec ces institutions-là, et puis c'est un ancien de chez, Rothschild, en fait, hein. Donc heu, est-ce que Emmanuel Macron est là pour défendre l'intérêt du peuple français, des Français, de l'agriculture souveraine, locale, ou est-il là pour défendre les marchés internationaux, le libre-échangisme et ceux qui l'ont mis à cette place, en fait, hein? Il faut se poser la question, hein. Bon, moi je pense avoir déjà la réponse, hein. Je pense que vous aussi, voilà, les gens ils sont pas bêtes, hein. Le plus grand parti de France, c'est le parti de l'abstentionniste, en fait, hein. Les gens ils vont plus voter, ils ont plus foi en la politique, c'est pour ça aussi qu'il y a des mouvements de colère, comme il y avait eu avec les gilets jaunes, en fait, hein. Après, voilà, bah, la colère quand elle ne peut plus être contrôlée, et beh, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une politique de on va diaboliser le mouvement. Donc les agriculteurs, si le mouvement vient perdurer, il y aura malheureusement un moment où vous allez, je pense, être diabolisés dans les médias. Pourquoi? Beh, parce qu'en fait, on ne peut pas la politique actuelle ne peut pas répondre à vos revendications. Ce que l'on observe, et je vais continuer de vous le montrer, c'est que l'agriculture française est en train d'être détruite. L'agriculture française telle qu'on la connaît est en train d'être détruite et va continuer à l'être, en fait. C'est un fait, c'est un constat, c'est dans les traités de l'Union européenne. Alors, je vais vous donner 2 exemples, rapides, hein, que j'ai vécu personnellement, hein. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, voilà, mais 2 exemples. Ici, c'est une photo que j'ai prise moi-même, donc dans une des plus anciennes salles, du ministère de l'Agriculture. J'avais, participé à une délégation internationale avec des Africains, des Européens et des Américains, où on était 32 jeunes entre 18 et 33 ans, et puis on participait à une mission pour écrire un livre blanc qu'on remettait au ministre de l'Agriculture, au ministère, hein. Donc le ministre Stéphane Le Foll n'avait pas pu être présent ce jour-là. Bon, j'ai caché les visages parce que les 32 jeunes qui m'entouraient, bon, ils n'ont rien à voir à cette histoire-là. Je les appréciais, c'était voilà. Donc et puis bon, eux, c'était pas les vrais décideurs, mais en tout cas pour dire quoi? Pour dire que je suis allé au ministère à la fin de cette délégation. On a remis un livret blanc, hein, donc aux représentants de Stéphane Le Foll, et puis moi j'étais juste à côté de là, et vous avez un micro, on peut appuyer sur le bouton, poser une question, et donc bah, c'était il y a 10 ans, hein, il y a 10 ans presque jour pour jour, hein. Je m'intéressais déjà beaucoup à la politique, hein. Donc j'ai appuyé sur le micro et je leur ai posé la question, les questions de en fait, que la politique agricole française n'est-elle pas en perte de souveraineté, et est-on vraiment réellement décideur de l'avenir de la politique agricole à l'échelon France? A-t-on vraiment les manettes et la souveraineté, en fait? Et que m'avaient répondu ces personnes? Elles ne m'avaient pas vraiment répondu. Elles avaient tourné autour du pot dans un sens, tourné autour du pot dans l'autre sens, puis dans un sens: «Merci, au revoir, question suivante». Voilà. Donc mon avis, je pense que ces gens-là, c'est des gens très intelligents, ils sont conscients, ils ont compris tout ça, hein. Et voilà, il y a des choses que, il ne faut pas dire, en fait, hein. Autre exemple personnel que j'ai vécu, quand je travaillais à la direction des espaces verts et de l'environnement, à l'agence d'écologie urbaine, de la mairie de Paris, que j'ai adoré, c'était une super expérience, vraiment des gens très compétents. Voilà, s'il y en a qui m'écoutent, bah, je vous passe le bonjour. Et il y avait un des responsables, vous voyez, donc là, c'est la direction des espaces dans l'environnement, c'est où je travaillais. Donc là, j'entrais là, les matins, pour aller travailler au bureau. Et puis, il y avait un des responsables, donc je ne vais pas dire qui, pour pas donner de nom, mais il savait que moi, je m'intéressais beaucoup à la politique, j'en parlais. Il était venu me voir dans mon bureau. Il m'avait dit: «Tu sais, Loïc, hein, moi, j'ai participé au Grenelle de l'environnement», c'est ce qu'il me disait, hein, «j'y étais, voilà. Et puis, il y a
les lobbyistes, ils sont là. Tous les lobbyistes, ils sont là. Et en fait, les lobbyistes, ils prennent tout et puis ils laissent des miettes pour l'écologie. Et après, à la télé, qu'est-ce qui se passe? Il y a des grandes annonces, des effets d'annonce. C'est une victoire pour l'écologie, c'est une victoire pour la planète. Mais dans les faits, c'est faux. Il s'est rien passé. Hein. C'est ce qu'il m'a dit. J'en avais déjà conscience. Mais quand vous avez un haut responsable d'un organisme qui vous le dit, ben c'est encore plus factuel, c'est du concret, il l'a vécu, lui. Voilà. Donc en fait, pourquoi je raconte ces exemples? C'est parce que je crois, je pense, je sais pas, je suis pas dans la tête de tous les agriculteurs, mais je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui en ont conscience de ça, qui se rendent compte qu'on a l'impression d'avoir perdu les manettes, d'avoir perdu les commandes, que on a le pays qui part en quenouille dans, voilà, dans pas tous les domaines, mais presque en fait, hein. Et, euh, et que c'est un problème qui s'enracine vraiment dans le temps. Là, vous avez un autre exemple. Le dernier référendum qui a eu lieu en France, c'était quand? C'était en 2005, il y a presque 20 ans. Depuis, il n'y a plus de référendum en France. Et c'était quoi? C'était sur la constitution européenne, de l'Union européenne. Est-ce que les Français étaient pour ou contre? Et les Français, ils ont dit non à 55%. Résultat, on nous y a mis quand même. Et Sarkozy, avant de nous mettre dans l'Union européenne, ils ont enlevé de la Constitution ce qu'avait mis le général de Gaulle, le crime de complot et de haute trahison contre la sûreté de l'État, qui avait été mis en place par le général de Gaulle. Ils l'ont enlevé de la Constitution. Voilà, on en vient à ce. On se dit, il y a plus rien qui tourne rond. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous dites-le nous en commentaire, mais il n'y a plus rien qui tourne rond en fait. Hein. La politique agricole commune, c'est quoi en fait? Ben, c'est l'argent de la France. La France, elle est contributeur. C'est un contributeur net du budget de l'Union européenne en fait. On donne beaucoup plus à l'Union européenne tous les ans que l'UE nous rend. Donc en fait, il faut comprendre quand on vous dit l'argent de la PAC, c'est l'Union européenne, ben en fait non, c'est l'argent de la France, hein, et il y a juste le tampon UE derrière. Et en plus, on doit suivre des directives libre-échangistes, l'accroissement ad vitam aeternam de la productivité des exploitations, la destruction de la petite agriculture, et il faut dire merci. Voilà. C'est donc en fait, c'est un autre exemple pour. Je suis là, moi, ma vidéo, c'est pour faire réfléchir, en fait. Je sais pas, voilà, je le constate moi-même, en fait. On voit la disparition de la France, en fait. Moi, j'aime tous les pays et j'aime mon pays. Je suis français, j'ai grandi en France, j'ai voyagé un peu, et je suis allé en Bulgarie, en Grèce, au Mexique, au Sénégal, euh, en Égypte, en Angleterre, en Irlande. Euh, voilà, j'ai d'autres qui me viennent pas en tête là. J'ai vu de la diversité de pays et c'est bien, c'est ce qui fait que c'est la richesse, la diversité, c'est ce qui nous permet de voir la différence, de nous enrichir intérieurement. Il faut de la diversité, c'est très bien. Et il faut défendre aussi, voilà, les valeurs et la culture d'un pays. Hein. C'est une richesse en fait, c'est un patrimoine national, international. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Vous avez donc cet argent de la PAC qui est française, hein, c'est l'argent français. La France donne plus qu'est-ce qu'elle reçoit à l'Union européenne. Par contre, vous avez tout le temps un drapeau bleu aux étoiles d'or ou la région, tout le temps. Regardez, regardez partout, sur les autoroutes, n'importe où, quand on vous dit l'Europe finance, mais c'est pas l'Union européenne, hein, c'est la France qui donne plus que ce qu'elle reçoit. Hein. Jusque moi, j'ai été enseignant pendant 7 années. Vous regardez les cartes des élèves, il n'y a plus le drapeau français sur la carte. Hein, pour aller au CELFES, il y a le drapeau européen et le drapeau de la région. En fait, on a l'impression, c'est mon impression, que l'échelon France bientôt, en fait, euh, ce sera secondaire, qu'on aura des régions, des euro-régions qui feront directement affaire avec Bruxelles. L'État national, c'est juste une chambre d'enregistrement
et il y a plus son mot à dire. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que j'essaye de montrer ce qui me semble être une des racines du problème, une des racines du problème, on a perdu notre souveraineté décisionnaire. Regardez, revenons en arrière à 1968 et aujourd'hui, on n'a plus d'industrie. On n'a plus d'industrie. L'industrie française n'existe plus. Souvenons-nous, la destruction, la perte du nombre de paysans et l'accroissement de la taille des exploitations, avec un représentant de la FNSEA qui a 700 hectares, eh bien, en fait, on perd notre autonomie agricole. On la perd, en fait. Voilà. Donc, je voulais pas faire une vidéo très très longue, mais pour voilà, amener de l'échange, du débat, dites-moi aussi ce que vous en pensez, mais à mon avis, cette agriculture française, malheureusement, dans l'état actuel des traités européens, que l'on ne peut pas changer, hein, qu'on ne peut pas désobéir, sinon on a des amendes, on a des restrictions, en fait, on a perdu notre souveraineté décisionnaire et on assiste à la destruction de l'agriculture, on n'aura bientôt plus que les yeux pour pleurer. Hein. Et moi, ça fait déjà un moment que je le dis, bon, je suis bien plus jeune que beaucoup qui me regardent, j'en suis sûr. Et voilà, ça fait déjà quelques années que je le dis, puis on voit que ça n'arrête pas que de se dégrader. Et moi, à mon avis, ça va continuer. Hein. Les effets d'annonce qu'il y a eu du gouvernement, en fait, ils ne peuvent pas changer vraiment le fond de la politique agricole française. Voilà, c'est des mesurettes, en fait, là, qui sont annoncées. Voilà, c'était une vidéo assez brève, assez rapide. En tout cas, bah, le soutien, moi je soutiens tous les agriculteurs, hein, c'est vraiment, après je n'ai pas parlé de l'écologie, bah, l'écologie, vous doutez bien que dans cette politique actuelle, heu, les dirigeants, ils s'en fichent, en fait, ils s'en fichent, hein, voilà, c'est triste, c'est triste. Mais bon, on fait chacun ce qu'on peut pour essayer de changer les choses à notre niveau. Maintenant, ben, je soutiens voilà, les agriculteurs, les gens qui manifestent pour ben, défendre voilà, l'agriculture française. Il y aurait certes des choses à améliorer, il y a toujours des choses à améliorer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on n'a plus de souveraineté décisionnaire à notre échelon national, euh, et qu'on continue à voir ça se dégrader sans rien faire, je ne sais pas ce qui restera dans 10, 20, 30 ans de l'agriculture française. Hein. Alors, on peut bien sûr trouver des solutions. Il y a toujours des solutions hein, en travaillant sur des marchés, voilà, avec des produits locaux qu'on va pouvoir vendre sur le marché, des bons produits. Hein. C'est sûr, hein, mais bon, tout le monde ne peut pas se le payer non plus. On est dans une période où il y a de moins en moins d'argent. C'est la galère, en fait. Hein, voilà, tout simplement. Je voulais voilà, parler de mon avis brièvement sur cette politique agricole. En tout cas, voilà, pour moi, il faut retrouver une souveraineté décisionnaire complète, en fait, faire table rase de tout ça. Et, et voilà, en fait. Après, les politiciens, il y a beaucoup de beaux discours, mais dans les faits, voilà, ça reste des beaux discours. Hein. Merci, tout le meilleur. Je vous souhaite une belle journée. Et puis voilà, bon week-end, tout le meilleur. Merci. Au revoir.